Miloche, par Ovid Blondel, lu par l'auteur. Je m'appelle Miloche, je suis sculpteur sur marbre. Je fais des formes ovales aux reliefs adoucis, aux ondulations tranquilles. Mes amis me disent qu'elles ressemblent à des nuages. J'aime travailler mes marbres jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement polis. J'habite une petite maison, entourée d'un jardin. J'ai 84 vélos, parce que je vais vivre jusqu'à 84 ans. Je les entrepose dans la grange à côté de la maison. Mes bicyclettes sont anciennes, parfois rouillées, toujours hors du temps. J'aime leurs formes et leurs défauts. Je les trouve très belles, sans exception. Elles ne sont pas tout à fait du goût de Lolek et d'Anka qui me charrient en assurant que mes vélos, au moins, on ne risque pas de me les voler. D'après eux, je serais nostalgique d'une époque que je n'ai pas vécue. Je dois avouer qu'il y a un fond de vérité dans leur dire. J'ai réfléchi à la question pour en conclure qu'il doit s'agir d'un mécanisme psychologique auquel j'ai trouvé 1000 raisons cohérentes, autant d'interprétations merveilleuses de sagacité, et que j'appelle, pour simplifier, ma nature. À la vue des gens de mon siècle, je me sens oppressé, comme agressé par le simple fait de leur présence. Je ne suis jamais parvenu à trouver ma place dans ce monde, une question d'époque sûrement. En regardant les photographies noir et blanc, j'éprouve un bonheur diffus, rassurant, et je crois que mes vélos de notre âge m'aident à me transporter dans le passé. Inconfortablement assis sur mes selles de cuir, j'ai l'impression d'être un élément du décor des anciennes cartes postales au dos desquelles on écrivait à l'encre violette. Pourtant, quand je prends le temps d'y songer, je sais que si j'avais vécu à l'époque de ces photos, j'aurais sûrement été malheureux de n'avoir pas connu les paysages et les gens d'avant, ceux des premiers daguerréotypes. J'aurais alors, peut-être, collectionné les draisiennes. Lolek et Danka me suggèrent souvent d'arrêter de vivre dans le passé. Je les entends, mais j'ignore comment faire. Voir les gens de mon siècle, ça me tue. Je possède déjà les clés de ma maison, de ma grange, des antivols de mes vélos. Cela commence à faire beaucoup. Je n'ai plus la place sur mon présentoir en bois avec des crochets, celui d'à côté de la porte, pour suspendre la clé qui m'ouvrirait un peu plus sur mes contemporains. On dit bien qu'il faut de tout pour faire un monde, non? Alors admettons que je fais partie de ce tout à ma manière. Et puis, je ne trouble pas l'ordre public, je ne vis pas au crochet de la société, je reste dans mon coin, dans ma tête, dans ma modeste maison, un peu jaunie peut-être. Il me semble même que je ne fais de tort à personne. Mais je me disperse, c'est mon défaut. Revenons au tableau des lieux que j'habite. Ma maison. Avant toute chose, je voudrais m'attaquer à une description très précise de ma maison. Elle se compose d'une cuisine, d'un salon et de 2 chambres. Une pour moi, une autre parce qu'elle a toujours été là. À côté de ma chambre se trouve une salle d'eau avec une baignoire, un lavabo, un cabinet de toilette. J'ai l'électricité et l'eau courante, le gaz à tous les étages. D'ailleurs, ma maison est de plein pied, comme ils disent dans les annonces. J'ai déjà parlé de ma grange. Grande, remplie de vélos, elle est accolée à mon habitation. Mon terrain mesure environ 15 mètres sur 20 sur le devant de la maison, qu'il contourne en adoptant la forme de 2 allées étroites, pour se terminer par une langue de terre d'environ 3 mètres sur 15 à l'arrière. J'ai aménagé le grand lopin en jardin potager qu'une allée de pierre plate divise en 2, courant du portail jusqu'à ma porte d'entrée. Je l'ai construite moi-même, pour pouvoir partir à vélo et revenir sans écraser mes courgettes innocentes, ni rentrer de la terre dans la maison, car je considère le balayage comme une perte de temps considérable. Bien que j'habite à l'écart de la ville, j'ai tout de même des voisins. Je les connais peu, grâce à mes refus répétés aux invitations qu'ils m'ont lancées pour des apéritifs, des barbecues et tout ce genre de choses à caractère social. De mon côté, je ne les ai jamais conviés à quoi que ce soit. On est presque tous condamnés à avoir des voisins car la terre est très peuplée, mais on n'est heureusement pas tenu d'entretenir des relations très poussées avec eux. Il n'y a par bonheur encore aucune loi qui oblige à cela. Je les salue de la main quand je les croise, je reste courtois avec eux, je les appelle voisins ou voisines sans chercher à connaître leur prénom pour ne pas m'exposer aux détails affectifs. L'un d'eux est d'un naturel très bavard. Aussi, dans ses primitives tentatives de rapprochement,
Je me suis toujours éclipsé pendant nos conversations qui prenaient de toute façon, que je sois présent ou non, la forme de monologue. Malgré ma discrétion, j'ai la nette impression qu'il a fini par comprendre mon manque d'intérêt pour son babil. Il répond maintenant à mes saluts de loin, d'un petit signe de main estompé, sans me jeter un regard. Ce n'est pas plus mal. Les rares voisins ayant résisté à mon peu de mondanité se sont pour la plupart départis de leur affabilité naturelle et tenace le jour où j'ai aménagé un petit enclos rectangulaire derrière la maison afin d'y héberger des poules et un coq. Les poules passent encore, mais le coq leur pose un gros problème. Je me serais moi aussi passé de lui, car, comme ses compatriotes, il chante dès le lever du soleil, et d'ailleurs aussi souvent que cela lui plaît, tout au long de la journée. Quand je rentre au milieu de la nuit, pour diverses raisons que j'exposerai plus tard, je voudrais qu'il m'accompagne dans ma grasse matinée, mais croyez-moi ou non, je n'ai trouvé aucun moyen de le raisonner. Il chante invariablement dès les premières lueurs de l'aube, de toute la puissance de son gosier. Très souvent, cependant, je parviens à me rendormir. Quand le tapage vient de chez soi, en effet, on l'accepte plus facilement. De temps à autre, je me demande si j'ai pris un coq pour moi ou pour les voisins, l'esprit empruntant parfois des chemins tortueux pour ne pas se faire remarquer. La ville. La ville se trouve à quelques kilomètres de chez moi. Il s'agit d'un ensemble de maisons, pour la plupart assez anciennes, parfois jolies, disposées selon un plan en cercle, dont le rôle du centre est tenu par un grand bâtiment, très haut, construit en pierre de taille il y a quelques centaines d'années, en l'honneur de celui qui aurait créé le monde, la nature, les animaux et les hommes. Nous appellerons ce lieu la bâtisse, avec une majuscule d'importance, car il faut bien nommer les choses pour clarifier, dès le début, le récit. On dit que l'intérieur est très beau, mais je n'y suis jamais rentré puisque je ne parcours la ville qu'à la nuit tombée, à l'heure où le bâtiment est fermé. Un soir tard, cependant, j'ai assisté à un spectacle sensationnel. Pour une sombre raison, la bâtisse était habitée. La lumière brûlant à l'intérieur projetait une lueur merveilleuse sur les vitraux. Je suis resté de longues minutes en pâmoison devant ce sublime tableau, au son de l'orgue et des chants qui résonnaient entre les murs épais. Je me suis approché si près que je pouvais sentir l'odeur de l'encens que l'on brûlait pour quelque célébration mystérieuse. J'ai failli envisager d'entrer. Autour de la bâtisse se trouvent des arbres, des maisons anciennes entassées les unes sur les autres, un boulodrome tout en long, quelques magasins dont des boulangeries, une boucherie, une dizaine de bars, autant de restaurants, une librairie, une supérette, quelques salons de coiffure, et d'autres boutiques dont les gens ne peuvent se passer. Plus on s'éloigne du centre, plus on trouve des maisons neuves avec des habitants neufs. Puis un peu de campagne, puis quelques propriétés, puis encore de la campagne, puis ma maison. Située à côté d'habitations récentes dans ce qu'on appelle un hameau ou quelque chose du genre, elle a été construite il y a plus de 100 ans. Elle devait alors se trouver toute seule, perdue en pleine campagne, mais ça, c'est du passé. À l'intérieur de la ville, non loin de la bâtisse, se trouve le magasin de cycle La Roue qui file, tenu par Aimé. Aimé a passé l'âge de la retraite, sa boutique aussi, ça ne le dérange pas. Passionné de vélo comme il continue à ouvrir son commerce pour son plaisir. Les vélocipédistes du coin lui confient quelques réparations dont il s'occupe quand ça lui chante. C'est un de mes rares copains, à moins que ce ne soit un ami. Je dois avouer que je n'ai jamais saisi la différence entre les deux termes, vu que je n'entretiens pas de rapport avec une foule considérable de gens. Je sais par les romans que certaines personnes ne peuvent pas supporter les bienfaits de la vie comme le silence, la solitude ou le vide, et qu'elles s'entourent en permanence de connaissances, hommes et femmes, avec qui elles discutent, mangent, partent en vacances, font du sport, vont au cinéma, chantent, jouent au théâtre, voguent en mer, travaillent, se disputent, se baladent à moto ou à pied ou à vélo, jouent de la musique, prient, construisent des maisons, font la guerre ou l'amour, dirigent un pays, enfin, tout ce genre de choses que l'on peut faire à plusieurs. Je n'ai jamais ressenti ce besoin-là. J'ai même, à dire vrai, du mal à en saisir l'utilité. Je suis plutôt porté vers l'isolement et le calme. Puisqu'il faut, encore une fois, nommer les choses pour éclaircir les descriptions, nous dirons que j'ai quelques amis et qu'Aimé en est un. Il aime répéter que je suis spécial.
ce qui le fait ressembler à un hôpital se foutant de la charité. Chez Aimé. Aimé ouvre son magasin spécialement pour moi, toutes les troisièmes nuits de la semaine. Je peux alors venir chercher les pièces dont j'ai besoin, comme des câbles de frein, des gaines, des rustines, des chambres à air, des pneus, des chaînes, des dérailleurs, des pédales, des poignées de guidon ou autres. Je lui échange les pièces qui manquent à mes vélos contre des légumes, des œufs ou des fruits quand j'en ai. Ainsi, un câble de frein peut coûter 3 courgettes, ou un sourire. En hiver, quand il en a assez que je lui amène des pommes de terre, je lui donne un coup de main à l'atelier pour réparer les vélos qu'il n'a pas le temps de finir. Il m'apprend de petites choses. On discute un peu aussi, ou beaucoup. Dans un coin de son atelier, Aimé fait épicerie. Elle n'est là que pour moi parce qu'il aime me rendre service. Derrière un rideau, il a entreposé sur des étagères en bois des boîtes de conserve, de la farine, et tout ce que je ne peux pas faire pousser dans mon jardin, ou que mes poules ne peuvent pas pondre. Au-dessous de chaque article, il a noté sur un écriteau, pour la forme, le prix des aliments dans les devises suivantes: fruits, légumes ou heures d'atelier. Le cours est extrêmement variable. Aimé règne en maître sur sa city. Gare à celui qui oserait lui disputer sa place. Tout en haut de l'étagère, il s'est amusé à dessiner sur un panneau de bois de jolies lettres qui forment l'enseigne suivante: l'épicerie à Miloche. Je lui ai fait gentiment remarquer qu'on disait l'épicerie de Miloche. Quoi? M'a-t-il répondu. Tu insinues que je cause pas bien français? Le A, c'est par respect pour mes racines populaires. De toute façon, je suis chez moi et je fais comme je veux. Aimé fait parfois trembler les murs de sa grosse voix. Il adore jouer la comédie. Entre autres gentillesses, il ne me fait pas toujours payer. Pas parce que je ne peux pas. Si je suis dans l'impossibilité de lui donner assez de légumes ou s'il n'a pas assez de travail à me confier à l'atelier, je fais comme si aucun de mes vélos n'avait de problème et comme si je n'étais à court de rien. Mais parce que ça lui fait plaisir. Il me dit « Tournée du patron ». Puis il me donne mes courses du jour, bien que je refuse et qu'il insiste et que je refuse et que finalement je reparte avec tout, pour rien. Parfois, pour lui exprimer ma gratitude, pour lui signifier aussi que je l'aime bien, tout simplement, je lui offre une forme en marbre poli. Il me dit « Encore un nuage, hein ?» en le plaçant dans sa vitrine. Je n'ai jamais bien compris si ça lui plaisait. En tout cas, je sais qu'il apprécie mon geste. La preuve, il passe régulièrement le plumeau sur mes formes, ce qui, chez Aimé, est une chose remarquable. Ces vélos, en effet, couverts d'une épaisse poussière, arborent des roues aux rayons décorativement parcourus de toiles d'araignée. Mon ami ne dérange jamais ces bestioles. Elles présentent en effet l'avantage d'attraper mouches et moustiques dans leurs filets, précise-t-il à ceux qui lui en font la remarque. Mes marbres, exempts de toute impureté au milieu de cet amoncellement animal où les acariens, en liberté totale, jouent à saute-mouton, brillent en opposition d'un éclat incomparable.